dire ok, tout est clair, ou là, j'ai rien compris, ça va pas, c'était trop vite, reviens, etc. Ok? Bon, allez, on y va. Donc, le premier dossier, c'est une patiente de 32 ans d'origine africaine qui consulte aux urgences pour des douleurs abdominales diffuses avec vomissements. Début plutôt aigu, pas d'antécédents, elle prend pas de contraception. À l'interrogatoire, elle a des lésions cutanées qu'on va voir juste après. Et puis, elle est asthénique et elle a perdu du poids, 5 kilos en 6 mois. À l'examen clinique, il y a des lésions dermatologiques qu'on va voir juste après. Elle est un peu hypertendue, tachycarde, elle a 38,1 et elle a une adénopathie cervicale qui est mobile, qui fait 1,5 cm, 1,5 cm, et elle vient pour une douleur abdo, donc vous faites votre examen abdominal orientation chirurgicale, il n'y a pas de défense, pas de contracture, pas de torsion de hernie, touche rectale normale, elle est un peu déshydratée, et surtout, à cet âge-là, en âge de procréer, c'est pour vous, jusqu'à preuve du contraire, une GEU, et donc là, l'examen gynéco est normal, et les bêta-HCG sont négatifs. Donc voici la lésion dermatologique. Normalement, d'emblée sur cette photo, vous pouvez reconnaître un érythème noueux. D'accord? Et donc, je vous demandais quelles étaient les propositions exactes concernant cette atteinte dermatologique. Les réponses, c'était uniquement la réponse B. Donc, il s'agit d'un érythème noueux. Ça, vous connaissez ça bien. Généralement, vous savez qu'en dermatologie, on parle toujours en lésions élémentaires. Macule, papule, bulle, vésicule, pustule, nodule, etc., etc. Là, la lésion élémentaire de l'érythème noueux, c'est ce qu'on appelle des NOUR. C'est des macronodules sous-cutanés. D'accord? Macronodules sous-cutanés. C'est quasiment de façon constante douloureux. Donc, le caractère douloureux, ça fait partie du diagnostic. Si ce n'est pas douloureux, il faut se poser la question de si ce n'est pas autre chose. D'accord? Il y a une topographie qui est particulière. Vous savez qu'on dit que c'est déclive, typiquement au membre inférieur, et il y a une localisation qui est très classique, c'est face antérieure de jambe, et le mot-clé, c'est crête tibiale. D'accord? Donc, crête tibiale, face antérieure des jambes. Ok? C'est plutôt chaud inflammatoire. La coloration, c'est plutôt jaunâtre violacé. Le diagnostic, il est purement clinique. Alors, faire une biopsie, c'est pas grave, c'est juste que ça sert à rien. D'accord? Donc, le diagnostic dermatologique, il est purement clinique, et la biopsie, ça vous donnera pas l'étiologie sous-jacente. Il n'y aura pas de germe, il n'y aura pas de granulome pour une sarcoïdose, il n'y aura pas de vascularite, il n'y aura pas de trepto, de béquia, etc., etc. Donc, la biopsie ne sert à rien. Si vous faites une biopsie, ça vous répondra dermohypodermite inflammatoire non spécifique. Donc, pas tellement d'intérêt. Ok, donc c'est que dans des cas particuliers où la lésion n'est pas très évocatrice. Le premier traitement, quand vous avez une patiente qui vient ou un patient qui vient pour un érythème noueux, quelle que soit la cause sous-jacente, c'est de faire s'allonger. Décubitus 24 heures, ça améliore les lésions. Ces lésions sont améliorées par le décubitus et aggravées par l'orthostatisme. D'accord? Un peu comme du purpura vasculaire, on verra ça tout à l'heure. D'accord? Donc c'est plutôt amélioré par le décubitus. Et le plus souvent, l'érythème noueux, c'est plutôt une lésion de bon pronostic, quelle que soit la cause sous-jacente, on va dire, notamment dans la sarcoïdose, mais bon, il y a des exceptions. Mais en tout cas, c'est plutôt de bons pronostics et ça part sans séquelles. D'accord? Donc, ça ne laisse pas de séquelles de cicatrices. Donc, si je répète, nour, nodule, sous-cutané inflammatoire, douloureux, jaunâtre violacé, topographie crête tibiale, diagnostic clinique, pas d'examen à NAPAT, pas de biopsie, traitement décubitus, ça améliore les douleurs et ça part sans séquelles. Donc ça, c'est l'érythème noueux. Cet érythème noueux que vous voyez ici, c'est à bien différencier de ce type de lésion qui, dans le contexte de sarcoïdose, parce que c'est un dossier de sarcoïdose, on va aller vite, sont radicalement différentes. D'accord? Là, vous voyez que le type de lésion élémentaire n'est pas le même. Là, c'est vraiment des nodules très infiltrés, plus petits, plus superficiels. D'accord? Pas douloureux, pas inflammatoire, pas chaud. D'accord? La topographie des lésions n'est pas du tout la même. Là, c'est pas que crête tibiale. Il peut y en avoir sur les membres, il peut y en avoir sur le tronc, il peut y en avoir sur la face, etc., etc. C'est ce qu'on appelle de façon globale dans le cadre de la sarcoïdose des sarcoïdes. Donc, c'est des nodules très infiltrés, plus petits, topographie pas les mêmes, pas chaud, pas douloureux, pas inflammatoire. Là, vous avez une lésion typique qu'on appelle du lupus pernio, d'accord? Un nodule très infiltré, souvent violacé, très dur au niveau des ailes du nez ou parfois des lobes d'oreille. Il y a une localisation qui est très évocatrice de sarcoïdes, de granulomes. C'est des lésions sur cicatrices. Cicatrices de tatouage, cicatrices de piercing, cicatrices de chirurgie, etc., etc. Si vous avez un nodule sur une cicatrice, pensez que ça peut être du granulome. C'est, vous savez, un pseudo-effet Koebner, lésion post-traumatique. Vous voyez l'effet Koebner dans le psoriasis.
et bah, ou dans d'autres pathologies dermato, et bah là, c'est un espèce d'Apfel-Kubner, une lésion sur cicatrice. D'accord? Ces lésions-là, c'est des lésions qui sont spécifiques de la sarcoïdose. C'est corrélé à l'activité de la maladie. Donc ça, si c'est accessible, alors pas les ailes du nez, mais si c'est accessible, il faut biopsier. Parce que si c'est une sarcoïdose, il y aura le granulome avec tout ce qu'on va voir tout à l'heure. Et si ce n'est pas une sarcoïdose, par exemple en haut à gauche, bah, ça peut être un lymphome T cutané ou je ne sais pas quoi, et ben on aura le diagnostic différentiel. Donc ça, il faut biopsier. Parce que vous aurez le diagnostic et c'est vraiment lié à l'activité de la maladie. Et ça, pour le coup, ça peut laisser des séquelles, parfois inesthétiques, d'accord, notamment le lupus pernio. Donc, si on prend les différents points différents, qui sont différents par rapport à l'érythème noueux, topographie pas la même, lésions élémentaires pas la même, pas chaud, pas douloureux, pas inflammatoire. Il faut biopsier. Rappelez-vous des lésions sur cicatrice et ça peut laisser des séquelles. Et rappelez-vous que c'est vraiment une lésion spécifique de la sarcoïdose. OK? Alors, je vous demandais quels étaient les diagnostics fréquemment associés à cet érythème noueux. Le lupus pernio, Jade, c'est une sorte, enfin en tout cas, c'est une lésion dermatologique de sarcoïdose. Alors, on ne peut pas vraiment dire que c'est un sarcoïde en tant que tel, mais en tout cas, c'est une lésion dermatologique de sarcoïdose. Et dedans, il y a du granulome. D'accord? Et c'est un nodule très infiltré, etc. C'est une lésion spécifique en tout cas. Alors, je vous demandais quels étaient les diagnostics fréquemment associés à cet érythème noueux. Les réponses étaient B et E. D'accord? Donc, je vais aller directement à la diapo suivante et on reviendra ici juste après. Ça, c'est un moyen mnémotechnique un peu old school que vous avez probablement déjà entendu, système BIC. Alors, c'est bien de le connaître pour se rappeler des causes d'érythème noueux, mais c'est surtout mieux de savoir lesquelles sont fréquentes et lesquelles sont relativement rares. La cause la plus fréquente d'érythème noueux, c'est post-infectieux et c'est post-streptococcique, pas post-staphylocoque, post-strepto. Qui dit post dit que c'est au moins 2 à 3 semaines après l'infection. Aucun intérêt de faire des prélèvements bactériologiques, aucun intérêt de faire des anticorps anti-streptocoque, aucun intérêt de traiter par antibiotiques. C'est de bons pronostics, c'est un traitement purement symptomatique, repos anti-inflammatoire et ça va bien évoluer. Et le diagnostic, c'est l'interrogatoire. Est-ce qu'il y a eu une infection dans les semaines qui précèdent l'éruption dermatologique? Ok. Deuxième, relativement fréquente, sarcoïdose. Alors, l'érythème noueux dans la sarcoïdose, ça peut s'intégrer dans un tableau très particulier que vous connaissez très probablement qui s'appelle le syndrome de Löfgren. D'accord? Alors, le syndrome de Löfgren, vous savez, il y a des critères très particuliers pour dire que c'est un Löfgren. Un, il y a le délai d'apparition. Le Löfgren, c'est vraiment l'apparition aiguë ou subaiguë. C'est un truc que vous pouvez faire le diagnostic quand vous êtes interne aux urgences. Aigu ou subaigu, en tout cas assez rapide. Les signes, c'est fièvre, érythème noueux, adénopathie. Et les adénopathies, vous savez, on verra tout à l'heure, mais le plus souvent, c'est un stade 1 radiologique de sarcoïdose avec des adénopathies hilaires bilatérales. Et l'atteinte articulaire des chevilles. Alors, ça peut être soit des biarthralgies de cheville, soit une vraie biarthrite de cheville. Et vous le savez probablement, et pareil, on verra ça tout à l'heure, mais que la biarthrite de cheville, c'est quasiment pathognomonique de sarcoïdose. En tout cas, c'est très, très évocateur. Ok? Donc ça, c'est l'érythème noueux. L'érythème noueux, c'est bénin, c'est de bons pronostics, ça n'évolue jamais vers une forme systémique grave avec atteinte d'organes. Ça doit évoluer spontanément, favorablement, en quelques semaines à quelques mois, mais plutôt quelques semaines. Le traitement, il est purement symptomatique, repos anti-inflammatoire, et il n'y a pas besoin de preuve histologique pour faire un diagnostic de Löfgren. C'est un diagnostic clinique. C'est pas faux de faire une radio de thorax et de faire une biologie sanguine de base, mais on ne fait pas de FR, on ne fait pas de fibroscopie bronchique, on ne fait pas d'écho-cœur, etc., etc. D'accord? C'est relativement un diagnostic simple avec des examens de base juste pour éliminer des gros diagnostics différentiels. Donc ça, c'est le Löfgren. Pas besoin de preuve histologique, diagnostic clinique, bon pronostic. Mais l'érythème noueux, il peut aussi s'intégrer dans une sarcoïdose systémique, grave, avec atteinte d'organes, etc. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un érythème noueux que c'est forcément un Löfgren. D'accord? Ça peut être une sarcoïdose systémique grave, surtout s'il n'y a pas les autres symptômes de Löfgren. OK? Donc ça, c'est la deuxième relativement fréquente. La sarcoïdose, ce n'est pas une maladie si rare, hein, c'est relativement fréquent. Troisième plus fréquent, idiopathique.
D'accord, donc idiopathique, en gros, c'est qu'on n'a pas trouvé enfin, on n'a rien trouvé à l'interrogatoire. Le plus souvent, c'est post-infectieux, mais l'infection, elle était polysymptomatique ou elle est passée inaperçue. Et donc ça, idem, il n'y a pas d'examen complémentaire particulier à faire. C'est interrogatoire et c'est bon pronostic, c'est traitement symptomatique, repos, anti-inflammatoire. Ensuite, les autres causes, on ne les recherche pas devant tout érythème nœud, c'est en fonction de l'interrogatoire et d'examen clinique. Yersinia, il faut qu'il y ait un contexte de douleur abdo, de la fosse iliaque droite, de diarrhée, etc. Et là, on le cherche. Tuberculose, alors ici, c'était faux. Donc, lupus cutané, ça ne donne pas. Vous voyez, ce n'est pas dans la liste. Tuberculose, c'était faux parce que ce qui donne de l'érythème nœud, ce n'est pas la tuberculose latente, où par définition, on est asymptomatique. Ce n'est pas la tuberculose maladie. Ou quand on est bacillifère, qu'on tousse, qu'on crache, qu'on a l'hémoptysie, etc., et ben on ne fait pas particulièrement de l'érythème noeux. Ce qui peut donner un érythème noeux, c'est la primo-infection tuberculeuse. Le T de système BIC, c'est primo-infection tuberculeuse. D'accord? La primo-infection, quand on vient de rencontrer quelqu'un qui était bacillifère, d'accord, qu'on a un comptage, ben, soit on fait une primo-asymptomatique, le plus souvent, soit quand elle est symptomatique, et ben on peut faire de la fièvre, des adénopathies et notamment un érythème noueux. Ce n'est pas systématique, mais il y a souvent un érythème noueux. D'accord? Eux, c'est les Mickey, Crohn, RCH, surtout le Crohn, moins l'RCH. Pareil, il faut qu'il y ait le contexte. On ne fait pas colo-fibre à chaque fois, il faut qu'il y ait des signes évocateurs. M, c'est les médicaments. Alors, c'est pas si classique. C'est pas si classique, les médicaments qui donnent un érythème noueux, mais il faut toujours l'évoquer devant toute éruption cutanée. Et donc, vous n'avez pas de nom de médicament particulier à savoir. C'est toujours les mêmes bêta-lactamine anti-inflammatoires. Alors, excusez-moi, je vais juste voir un truc. J'arrive dans 2 secondes. C'est bon, excusez-moi. Alors, M, c'est les médicaments, je vous l'ai dit. Donc, bêta-lactamine anti-inflammatoire, ça va toujours. B, c'est le B7. Je ne m'étends pas trop sur la maladie de B7. C'est une vascularite. On va avoir un QI tout à l'heure. Donc, je détaillerai plus tard ce qu'est la maladie de B7. Et C, c'est 2 choses. Le premier C, c'est chlamydia. Honnêtement, c'est un truc de bouquin. Je ne suis même pas sûr que ça existe dans la vraie vie, mais c'est dans toutes les checklists. Donc, à garder dans un coin de la tête. Le deuxième C, c'est plutôt cancer. Et là, c'est important. S'il y a un cancer à retenir qui peut donner de l'érythème noeux, c'est le lymphome de Hodgkin. Pourquoi c'est important d'avoir ça en tête? Hodgkin, c'est des jeunes qui ont de la fièvre, des adénopathies, un érythème noueux. Sarcoïdose, ça peut être des jeunes qui ont de la fièvre, des adénopathies, un érythème noueux. Comment on va faire la différence entre c'est un syndrome de Lofgren, c'est pas grave, ça va bien évoluer, on fait pas d'examen complémentaire ou peu, et c'est un Hodgkin, je fais un TEP scanner, une biopsie ganglionnaire, etc. 3 éléments. Premier élément, il y a la chronologie des symptômes. Lofgren, je vous l'ai dit, c'est début aigu, sous-aigu. On peut faire le diagnostic aux urgences. Okay, Hodgkin, c'est quand même une altération sur plusieurs semaines, etc. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça arrive. Première chose, donc le délai d'apparition et l'évolution des symptômes. Lofgren, ça doit évoluer spontanément favorablement en quelques semaines. Hodgkin, si on ne fait rien, eh ben, ça se détériore de plus en plus, le patient s'altère. Okay, donc, un Lofgren qui ne s'améliore pas, ce n'est pas un Lofgren. Premier élément à garder en tête, la chronologie et l'évolution. Deuxième élément, et ça c'est fondamental, c'est les signes associés, notamment les signes généraux. Retenez, et ça c'est le premier message fondamental sur la sarcoïdose, la sarcoïdose pour le CN n'est pas une maladie qui donne moins 15 kg et des sueurs nocturnes. D'accord? La sarcoïdose ne doit pas donner une altération grave de l'état général et des sueurs nocturnes. Si un patient est suspect de sarcoïdose et a ça, c'est que ce n'est pas une sarcoïdose, c'est que c'est un lymphome pour vous. D'accord? Donc les signes généraux, sueurs nocturnes, grosse altération de l'état général, amaigrissement majeur, ça ne colle pas pour une sarcoïdose. Donc deuxième élément. Et troisième élément, c'est l'aspect des adénopathies. D'accord? Rappelez-vous, et on reverra ça tout à l'heure, que dans la sarcoïdose, les adénopathies, elles ne sont pas agressives, elles ne sont pas malignes, elles ne doivent pas être compressives. D'accord? Donc, s'il y a une asymétrie des adénopathies à la radio et que ça comprime la sarcoïdose, on ne diagnostique pas ça sur un syndrome CAPSUP, on ne diagnostique pas ça sur un syndrome occlusif, etc., etc. Donc, les 3 éléments, c'est la chronologie et l'évolution, les signes généraux et l'aspect des adénopathies.
Ok, donc là, si vous avez des questions sur l'érythème noueux, je vous réponds. Alors, question d'Axel. Donc, le traitement du syndrome de Lofgren, c'est repos INS. Alors, mais les INS peuvent donner un érythème noueux. Oui, enfin, en tout cas, c'est les anti-inflammatoires en général, mais ça ne veut pas dire que ça contre-indique. En fait, c'est un mécanisme immuno-allergique réactionnel. En fait, c'était plus pour vous dire que c'est souvent les mêmes médicaments qu'on incrimine. Mais comme l'érythème noueux et le syndrome de Lofgren, c'est quelque chose de réactionnel inflammatoire, et ben les anti-inflammatoires, ça peut faire du bien, ça diminue la fièvre, ça diminue les douleurs articulaires et ça diminue l'érythème noueux. Donc oui, après, je vous ai dit la INS, parmi d'autres choses, ça peut être des antibiotiques, bêta-lactamine, etc. Non, on ne peut pas avoir, à ma connaissance, en tout cas, d'érythème noueux alors que ce soit jambe, j'ai jamais vu ça ailleurs. Donc pour le CN, l'érythème noueux, c'est vraiment membre inférieur, crête tibiale. Est-ce que l'érythème noueux chez une personne de couleur noire a une couleur particulière? Non, et c'est parfois pas facile à identifier. C'est vraiment la topographie, l'aspect de macronodule chez une personne noire et vraiment le côté déclive. Et quand on passe la main dessus, on voit que c'est des macronodules. Donc non, c'est plus difficile d'un point de vue coloration. Euh, c'est juste que ça touche les membres ou c'est migrateur. Non, déclive, c'est que c'est plus les membres inf. C'est au niveau des membres inférieurs. Et que c'est déclive, c'est-à-dire que c'est influencé par l'orthostatisme. Quand on est debout, bah, ça apparaît, et quand on est allongé, ça apparaît plus. Donc c'est au niveau des membres inférieurs. Quand vous dites que le diagnostic de Lofgren est clinique, il faut être sûr que ce soit un stade 1 radiologique, donc il faut dans tous les cas faire une radio de thorax. C'est mieux, non, parce que ça peut être un stade 0. En tout cas, il ne doit pas y avoir d'atteinte pulmonaire, un Lofgren, il n'y a pas de dyspnée, etc., quoi. Mais oui, ça peut pas être faux, et moi je pense que dans un Lofgren, il faut faire une radio de thorax. Et d'ailleurs, dans certains bouquins, il y a écrit aucun examen complémentaire, c'est exagéré. C'est pas de preuve histologique. Mais moi, je pense qu'il faut faire une radio de thorax, mais la radio de thorax, ça peut être un stade 1 ou un stade 0. Il peut ne rien y avoir. Dans un Lofgren, c'est pas obligatoire que ce soit un stade 1. Les sueurs nocturnes sont un signe de lymphome. Bah oui. Bon, on verra ça tout à l'heure. Il y a pas que il y a une question sur sueur nocturne. C'est le lymphome, mais pas que. La polyarthrite et le lupus te donnent un érythème noueux? Non, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le lupus, ça donne pas, ça donne des paniculites, qui est un truc particulier, qui est un aspect sous-cutané particulier, mais ça donne pas d'érythème noueux et la polyarthrite rhumatoïde, non. Ok, alors j'enchaîne. Elle vous amène une radio de thorax réalisée il y a 2 semaines parce qu'elle toussait. Elle avait 38,3. Et donc là, ce qu'il faut voir sur cette radio de thorax, c'est qu'il y a des adénopathies bilatérales, paratrachéales et hilaires, et qu'il y a un infiltrat interstitiel bilatéral, que vous voyez bien normalement. D'accord? Donc, infiltrat interstitiel et adénopathie médiastinale, ça en fait un stade 2 de sarcoïdose. Stade 1, adénopathie hilaire bilatérale symétrique, non nécrotique, non compressive. Stade 2, infiltrat interstitiel plus adénopathie médiastinale. Stade 3, c'est que l'infiltrat interstitiel. Stade 4, c'est fibrose. Donc là, il n'y avait pas de cardiomégalie, il n'y avait pas d'épanchement pleural. D'accord? Et ce n'était pas un stade 4 parce qu'il n'y avait pas de signe de fibrose, à savoir des opacités rétractiles ou à savoir une ascension des coupoles diaphragmatiques qui évoque un syndrome restrictif sévère. Donc il n'y avait pas d'éléments sur cette radio pour penser qu'on en était à un stade de fibrose. Faites attention, les stades 1, 2, 3, 4 de la sarcoïdose, c'est la radio de thorax. D'accord? C'est parce que c'est old school, c'était avant que le scanner existe, mais c'est pas au scanner thoracique, c'est à la radio de thorax. Donc faites attention, des fois c'est un piège un peu de QCM, un peu bidon. Donc ça, c'est la radio. Mais pour le CN, pour vous, il faut que vous connaissiez parfaitement l'aspect de la sarcoïdose au scanner thoracique. Alors, moi, je trouve que c'est intéressant de voir les choses comme ça. Quand vous apprenez votre item pneumopathie infiltrante diffuse et que vous regardez le scanner, je trouve ça pas mal d'apprendre les lésions un peu comme en dermatologie, en lésions élémentaires. Alors, quelles lésions élémentaires on peut voir sur un scanner thoracique de pneumopathie infiltrante diffuse? 1, micronodule-nodule. C'est ce qu'on voit ici. Des micronodules et ici des nodules. Micronodule-nodule. 2, verre dépoli. 3, réticulation. 4, bronchectasie par traction et rayon de miel, ça va ensemble, ça c'est les lésions de fibrose, rayon de miel, bronchectasie par traction. 5, kystes, ça souvent vous connaissez moins bien, les kystes. Et 6, condensation. Ça souvent vous y pensez pas, mais il y a certaines PID, des pneumopathies interstitielles,
qui peuvent donner des condensations. Je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui. Donc, je répète, 1 micronodule-nodule, 2 vers dépoli, 3 réticulations, 4 les lésions de fibrose, à savoir rayon de miel, bronchectasie par traction, 5 kystes, 6 condensations. Et bien ça, c'est très important. Retenez que la lésion élémentaire au scanner de la sarcoïdose, c'est micronodules et nodules. Pour le CN, il n'y a pas de vers dépoli dans la sarcoïdose. Pour le CN, il n'y a pas de condensation. Il n'y a pas de nodules excavés. Il n'y a pas d'épanchement pleural. Il n'y a pas de kyste, etc., etc. Pour vous, la lésion élémentaire à la de la sarcoïdose au scanner, c'est les micronodules et les nodules. Souvent, c'est les mêmes causes, micronodules, nodules. D'accord? Par contre, il peut y avoir des lésions de fibrose quand c'est un stade 4. Donc, il peut y avoir du rayon de miel et des bronchectasies par traction. Mais c'est le plus souvent associé à des lésions micronodulaires. Alors, ça ne suffit pas de savoir que c'est des lésions micronodulaires ou nodulaires. Il faut aussi connaître leur distribution. Et là, le mot-clé, c'est distribution lymphatique ou périlymphatique. Donc, il y a une topographie des micronodules qui est typique et je pense qu'il faut connaître pour le CN. Sous-pleural. Normalement, quand on regarde sous la plèvre, il n'y a rien, c'est tout noir. Et bien là, on voit qu'il y a des micronodules. Périscissural, autour des cissures. Sur la scissure, il y a des micronodules. D'accord? Ça, c'est très évocateur au niveau des cissures interlobulaires. Interlobaires, interlobulaires. Ensuite, il y a un mot-clé, c'est dans les espaces péribronchiovasculaires, à côté des vaisseaux, à côté des bronches. En fait, où passent les lymphatiques. Ça, c'est très évocateur. D'accord? Péribronchiovasculaire. OK? Ensuite, il y a des lésions aussi qui sont très évocatrices de sarcoïdose, c'est ce qu'on appelle des engainements péribronchiques. Là, on le voit, des lésions engainantes, d'accord, granulomateuses qui viennent engainer les bronches. Et donc là, vous vous doutez bien, quand on a des engainements péribronchiques, et ben, le risque, c'est la sténose avec une atélectasie d'aval, etc. Donc, c'est parfois des patients qu'on est obligé de dilater par fibroscopie. Donc, les engainements péribronchiques, c'est quelque chose qui est évocateur. Ensuite, je vous ai mis un truc qui peut paraître un peu être de la branlette intellectuelle, mais atteinte prédominante des lobes supérieurs. Le plus souvent, la sarcoïdose, c'est au niveau des lobes supérieurs, un peu comme la tuberculose, comme l'histiocytose, etc., etc. À l'inverse, c'est juste pour vous illustrer pourquoi ça peut être important de connaître la topographie des lésions. À l'inverse, la fibrose pulmonaire idiopathique, d'accord, une pathologie plutôt du sujet âgé qui est isolée au niveau poumon, c'est pas une maladie systémique, ça, c'est isolé au poumon, et bah, c'est que des lésions de fibrose. Il n'y a pas de micronodules, il n'y a pas de vers dépoli, etc. Et c'est atteinte des lobes inférieurs. Il n'y a pas d'atteinte des lobes supérieurs. Si ça commence au lobe supérieur, c'est pas une fibrose pulmonaire idiopathique, ça peut être une sarcoïdose fibrosée. D'accord? Donc la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est que des lésions de fibrose et c'est au niveau des lobes inférieurs. OK? Donc tout ça pour vous dire que parfois, et quand vous apprenez les PID, je vous conseille de l'apprendre aussi comme ça, c'est que la topographie des lésions, ça peut vous aider. OK? Bon, ensuite, s'il y a des adénopathies, bien évidemment, on en a déjà parlé, et ben, ça oriente vers le diagnostic de sarcoïdose. Et je vous ai dit que la distribution des micronodules, c'était important parce qu'il y a d'autres pathologies qui peuvent donner des micronodules, mais cette fois-ci, la distribution, ce n'est pas la même. Si la distribution, elle est hématogène, elle suit l'axe des vaisseaux, elle suit la distribution de la circulation sanguine. Le diagnostic, c'est miliaire, c'est un peu une discrimination métastatique, d'accord? Ça suit les vaisseaux. Miliaire, bah pour vous, c'est bien sûr la tuberculose, mais il y a d'autres pathologies, et notamment une pathologie infectieuse qu'il faut connaître et qui peut donner chez l'adulte des atteintes pulmonaires à type de miliaire, entre guillemets, c'est la varicelle. La varicelle, vous faites un scanner thoracique, il y a une atteinte pulmonaire, ça donne des micronodules de distribution hématogène. D'accord? Donc dans ce cas-là, ce n'est pas périlymphatique, c'est hématogène. Troisième distribution possible des micronodules, c'est ce qu'on appelle bronchiolaire, ou vous avez peut-être déjà entendu centrolobulaire. Ça, c'est dans l'axe des bronches. Centrolobulaire, bronchiolaire, c'est pareil. Donc cette fois-ci, ça ne suit pas l'axe des vaisseaux, ça suit l'axe des bronches, et des petites bronches notamment. Avec, alors ça, c'est pour ceux qui sont passés en pneumo, des aspects parfois on dit en arbre à bourgeons. Et bien ça signe une bronchiolite. Donc pour vous, c'est surtout des bronchiolites infectieuses, VRS, chlamydia, mycoplasme, mais il y a aussi des bronchiolites inflammatoires, etc. OK? Donc aujourd'hui, il faut bien retenir la distribution lymphatique des micronodules de la sarcoïdose. OK? Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'imagerie thoracique? J'en ai une. Alexandra, c'est où sur le scan les engainements péribronchiques? Vous voyez ma souris ou pas? Est-ce que vous voyez ma souris? Oui? Ici. Ici, on voit des lésions granulomateuses, d'accord, qui vont entourer la bronche.
Et parfois, c'est vraiment obstructif, ça obstrue complètement. D'accord? C'est bon, pas d'autres questions sur l'imagerie, c'est clair, les amis? Vous me dites s'il y a un souci, hein, tout est clair? Ah, ici, il n'y a pas d'adénopathie. Et puis en plus, sur des coupes parenchymateuses, c'est pas facile de les voir. Il faut se mettre en coupe médiastinale. Non, c'était juste pour vous dire que sur un scanner de sarcoïdose, il y a le parenchyme, mais s'il y a des adénopathies, bah, ça vous oriente aussi versus une pneumopathie, enfin une fibrose pulmonaire idiopathique versus, je sais pas, une pneumoconiose. Bah, s'il y a des adénopathies, ça vous oriente vers le diagnostic de sarcoïdose. Bah, péribronchiovasculaire, c'est pas dans l'axe des vaisseaux, c'est à côté. C'est où passe les lymphatiques, donc c'est sur le côté. Hématogène, c'est vraiment distribution selon la circulation sanguine, selon les vaisseaux. Donc c'est vraiment dans l'axe des vaisseaux. C'est un peu comme une dissémination métastatique. Alors je suis désolé, là j'ai pas pu et j'ai pas le temps de vous mettre des scanners de chacun de ces trucs. Peut-être que si vous avez des questions, vous m'envoyez un mail, je vous en mettrai. Mais la distribution, c'est pas la même. D'un côté, c'est à côté. Et vous voyez, sous pleural, euh, péricissural, etc. également. Hématogène, c'est pas du tout au même endroit. OK? Alors, on continue. Vous évoquez le diagnostic de sarcoïdose. Je vous demandais quels étaient les éléments de. Alors, Jade, c'est sûr, pas de verre dépoli. C'est sûr pour le CN. Dans la vraie vie, tout est possible et ça existe des formes en verre dépoli. Mais moi, je pense que pour le CN, on ne peut pas vous demander ça. D'accord? Pour le CN, il faut retenir ce qui est relativement classique et on est surtout dans une pathologie rare, donc il ne faut pas aller taper dans les coins. Et pour le CN, je pense qu'il ne faut pas retenir ça, qu'il peut y avoir du verre dépoli. Alors, examen clinique, interrogatoire. Qu'est-ce qui est évocateur? Alors, vous savez que l'atteinte ophtalmologique classique de la sarcoïdose, c'est pas la sclérite. Alors, ça peut exister, les sclérites, mais c'est rarissime. Donc, pour vous, c'est pas le truc devant une sclérite, on pense pas d'abord à la sarcoïdose. Par contre, vous savez que l'atteinte ophtalmologique typique de la sarcoïdose, c'est l'uvéite. Je pense que pour le CN, il est important que vous connaissiez l'aspect particulier que peut avoir cette uvéite dans la sarcoïdose. Et vous allez voir pendant la conf, j'aime beaucoup l'interface œil et médecine interne. Donc, il y a pas mal de questions d'ophtalmo à chaque fois parce que j'aime bien ça. Et donc là, on va approfondir un peu. Alors, première chose, comme c'est une maladie systémique, l'uvéite, elle est souvent bilatérale. Alors qu'une maladie infectieuse, le plus souvent, c'est unilatéral, genre l'herpès, etc. La sarcoïdose, ça peut donner ce qu'on appelle des panuvéites, atteintes antérieures, intermédiaire et postérieure en même temps. Ça, c'est une panuvéite, atteinte des 3 segments de l'œil en même temps. D'accord? Uvéite postérieure, c'est choroïde et rétine, on ne vous embêtera pas, je pense. Uvéite intermédiaire, c'est le vitré, on ne vous embêtera pas, je pense. Uvéite antérieure, je pense qu'il faut que vous connaissiez des éléments sémiologiques, parce que ça, vous avez un item et qu'on peut vous poser quelques questions. Alors, une uvéite, vous savez que c'est un œil rouge, douloureux, avec baisse d'acuité visuelle. Ensuite, sur le plan ophtalmologique, il y a des signes un peu globaux à connaître. Les synéchies iridocrystalliniennes, les précipités rétrodesmétiques ou rétrocornéens et l'inflammation endooculaire, elle peut être cotée par l'effet Tyndall, avec des croix. Parfois, l'aspect des précipités rétrodesmétiques ou rétrocornéens, il peut vous orienter sur la cause sous-jacente. Et donc, si vous avez des gros précipités, comme c'est le cas ici, qu'on appelle en graisse de mouton, vous avez peut-être déjà entendu ça ou lu ça dans vos bouquins, des gros précipités en graisse de mouton, on appelle ça une uvéite granulomateuse. Alors faites attention, ce qui signe une uvéite granulomateuse, c'est les précipités en graisse de mouton. Ça n'a rien à voir avec le granulomystologique. D'accord? Alors là, c'est facile, vous avez de la chance, entre guillemets, c'est que la sarcoïdose, c'est une granulomatose et ça donne une uvéite granulomateuse. Mais faites attention, écoutez-moi bien parce que ce n'est pas forcément simple. Il y a des causes d'uvéite granulomateuse qui ne sont pas des granulomatoses. L'herpès, ça peut donner une uvéite granulomateuse. La syphilis, ça peut donner. La sclérose en plaques, ça peut donner. Donc, il n'y a pas d'association entre l'histologie et l'uvéite granulomateuse. Ce qui signe une uvéite granulomateuse, c'est l'aspect des précipités qui sont gros, volumineux et typiquement, on dit en graisse de mouton. D'accord? Et bien, le plus souvent, dans la sarcoïdose, et pour vous, pour le CN, c'est un truc assez évocateur, l'uvéite, elle est granulomateuse. Et donc là, c'est l'uvéite antérieure. Donc, je répète, bilatérale, panuvéite souvent et uvéite granulomateuse. Ça, par exemple, uvéite granulomateuse,
il y a jamais dans spondylarthrite HLA-B27 et maladie de B7. Dans la spondylarthrite HLA-B27 et dans le B7, l'uvéite, elle n'est jamais granulomateuse. Si ça est granulomateux, ça exclut ces deux diagnostics. Par contre, ça, vous vous en souvenez peut-être, on va en reparler tout à l'heure. L'HLA-B27 ou le B7, ça peut donner une uvéite à hypopion, qu'on dit stérile. Parce que l'autre cause d'uvéite à hypopion, c'est l'endophtalmie, l'infection endo-oculaire. Donc, hypopion, pour vous, pour le STEN, c'est HLA-B27 et maladie de B7. Et si vous voulez bien comprendre, granulomateux et hypopion, ça s'exclut. S'il y a un hypopion, c'est pas granulomateux. Si c'est granulomateux, c'est pas hypopion. Si c'est granulomateux, c'est pas du B7, c'est pas de la HLA-B27. S'il y a un hypopion, c'est pas de la sarcoïdose. Ok? J'espère que c'est clair. On va un peu dans les détails, c'est un peu pointu, mais on me dit qu'il faut que vous connaissiez ça et j'ai vu dans des dossiers qu'on posait ce type de questions. Sclérite et médecine interne, c'est principalement deux diagnostics. Alors les Mickey, ça peut donner uvéite et sclérite, mais c'est principalement deux diagnostics, sclérite et médecine interne. Donc sclérite, c'est un œil rouge et très douloureux. C'est une urgence thérapeutique parce que c'est hyper douloureux. Par contre, il n'y a pas de baisse d'acuité visuelle dans la sclérite parce que c'est périoculaire. Les diagnostics, c'est granulomatose avec polyangite, vascularité en cas, on reverra ça plus tard ou une autre fois, et polyarthrite rhumatoïde. C'est les deux principales pathologies qui peuvent donner des sclérites. Kératite et ECN, c'est le Gougerot-Sjögren. On va revoir ça tout à l'heure. Vous savez, le Gougerot-Sjögren, c'est une maladie auto-immune qui donne un syndrome sec. Donc, le mécanisme de la kératite, c'est le syndrome sec. Et comme c'est lié au syndrome sec, ça, je ne sais pas si vous le savez, mais la kératite, elle a un aspect particulier qu'on appelle kératite ponctuée superficielle, une KPS, kératite ponctuée superficielle. Alors, KPS, ça ne veut pas dire Gougerot-Sjögren. KPS, ça veut dire syndrome sec. N'importe quel syndrome sec sévère peut donner une kératite ponctuée superficielle. Et dans le cadre de la médecine interne, c'est le Gougerot-Sjögren principalement. Alors faites attention, souvent quand on sort de ma conf, on connaît tous les anticorps anti-poil de cul de la Terre. Et rappelez-vous toujours qu'en médecine, il faut d'abord évoquer ce qui est fréquent et ce qui est grave avant de penser à des choses rares et compliquées. Et donc toujours éliminer devant une uvéite, une sclérite, une kératite, les infections, et notamment l'herpès, mais aussi la syphilis, etc., etc. Est-ce que vous avez des questions sur l'œil ou est-ce que c'est clair? D'accord? On va un peu dans la spécialité et dans les coins, mais je pense qu'il faut que vous connaissiez ça. Est-ce que c'est clair ou pas, les amis? Je bois un coup en attendant, j'en profite que vous me disiez si c'est clair ou pas clair. Dites-moi. Ok, super. J'ai l'impression que ça vous va. Alors, on enchaîne sur les signes cliniques. Ah, on peut rappeler les causes du... Ah, en fait, c'est impossible, Erena, parce que les causes du d'uvite granulomateuse, il y en a plein. Donc, je ne peux pas vous donner toutes les causes parce qu'il y a une grande liste. Il y a des causes infectieuses, je vous l'ai dit, herpès, syphilis, toxoplasmose, il y a des causes inflammatoires, sclérose en plaques, sarcoïdose, etc. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir pour le CN, c'est que uvite granulomateuse, pour le CN, c'est évocateur de sarcoïdose, mais pas que. Et surtout, que uvite granulomateuse, ça permet d'exclure des diagnostics. Ça permet d'exclure le B7 et la spondylarthrite principalement. Donc, c'est principalement ça qu'il faut retenir. Les causes de sclérite pour la médecine interne, alors c'est pas exhaustif, hein, mais moi à chaque fois je dis sclérite et médecine interne pour le CN, parce qu'il y a des trucs plus rares. Mais pour le CN, c'est granulomatose avec polyangite, qui est une vascularité en cas, le Wegener, pour faire simple, mais je dis plus, on dit pas dit Wegener parce que c'est un enculé de nazi, enfin c'était, et la polyarthrite rhumatoïde, GPA et polyarthrite rhumatoïde. On enchaîne sur les autres signes cliniques. Antécédents de lithiase, oui, c'est des lithiases calciques. Alors ça, souvent, c'est pas très bien connu. Et le mécanisme, c'est l'hypercalciurie. On va revoir ça après dans les problèmes phosphocalciques. Donc, c'est l'hypercalciurie qui peut donner des lithiases calciques, même sans hypercalcémie. C'est parce qu'il n'y a pas d'hypercalcémie que ça ne peut pas en donner. OK? Photosensibilité, ça ne donne pas. Non, pas d'uvéite dans la GPA, Axel. Pas d'uvéite dans la GPA. Pas d'uvéite dans le Wegener. Parotidomégalie, oui. Alors, la parotidomégalie, ça peut s'intégrer dans une sarcoïdose lambda, classique, systémique, ou bien s'intégrer dans un syndrome particulier qui s'appelle le syndrome d'Irfort, que vous connaissez pas mal en général, qui associe fièvre, paralysie faciale périphérique, qui peut être bilatérale, et dans ce cas-là, on appelle ça une diplégie faciale,
paralysie faciale périphérique bilatérale, c'est une diplégie faciale. D'accord? Donc ça peut donner ça, la sarcoïdose, notamment dans un IR forte. Donc fièvre, paralysie faciale périphérique bilatérale, parotidomégalie et uvéite. D'accord? Uvéite, parotidomégalie, paralysie faciale périphérique, c'est très important, et fièvre. Je pense que pour le CN, rappelez-vous que la sarcoïdose n'est pas une cause de fièvre inexpliquée, de fièvre au long cours, de syndrome inflammatoire au long cours. Et je pense que pour le CN, vous pouvez retenir que fièvre dans la sarcoïdose, c'est principalement deux choses. Dans la vraie vie, tout est possible, hein, mais pour le CN, c'est Lofgren et syndrome d'Irfort. C'est principalement dans ces deux entités que dans un contexte de sarcoïdose, vous pouvez avoir de la fièvre. Et enfin, on en a déjà parlé, la biarthrite de cheville qui est quasiment pathognomonique. Oui, aussi, je parlais de la clinique, mais Axel a raison. En plus, dans l'IRFOR, si on fait une ponction lombaire, il y a une méningite lymphocytaire, aseptique par définition. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de virus, d'herpès, de BK, et une méningite lymphocytaire, tout à fait. Ok, mais un peu comme dans beaucoup de neurosarcoïdoses, quoi. Je continue. Et après, je vous dirai quand vous pouvez poser les questions. Alors, quelle était votre principale hypothèse concernant l'atteinte responsable des douleurs abdominales? Eh bien, la réponse était la réponse D, l'hypercalcémie maligne. Donc, la A, vous avez compris qu'elle est complètement fausse parce que les adénopathies dans la sarcoïdose, ce n'est pas compressif. Donc, si vous avez un patient qui vient pour un syndrome occlusif sur des adénopathies péritonéales, abdominales, ce n'est pas ça. C'est un lymphome, c'est une infection, un cancer, ce que vous voulez, mais ce n'est pas ça. B, plus difficile. Alors, tout existe, tout est possible, mais ce n'est pas classique. En tout cas, le SIADH qui donne une hyponatrémie, ce n'est pas du tout classique. Par contre, je te réponds après, Jean. Ce qui est rare, mais ce qui est relativement classique, et je pense qu'il pourrait tomber un jour, c'est l'inverse. C'est possiblement, mais c'est rare, une hypernatrémie, et le mécanisme, c'est un diabète insipide. Je m'explique. Diabète insipide, vous savez, c'est un déficit en ADH. Ce diabète insipide, il peut être périphérique, on appelle ça néphrogénique, et dans ce cas-là, c'est l'ADH qui ne se fixe pas bien à son récepteur sur le rein ou le récepteur qui ne fonctionne pas bien ou je ne sais pas quoi. Ou bien c'est un diabète insipide central, et là, dans ce cas-là, c'est un défaut de sécrétion d'ADH par la post-hypophyse. Quand on a un défaut en ADH qui soit central ou périphérique, on ne réabsorbe pas l'eau, donc on dilue ses urines, d'accord, on pisse des urines diluées, et donc au stade extrême, si on ne compense pas bien, on peut se mettre en hypernatrémie. Et bien ça, c'est rare, mais retenez, mais c'est classique, que dans la sarcoïdose, on peut avoir une atteinte granulomateuse de la post-hypophyse, une infiltration de la post-hypophyse qui donne un diabète insipide central par défaut de sécrétion d'ADH, par défaut de réabsorption de l'eau, et donc on dilue ses urines, et au stade extrême, on se met en hypernatrémie. Donc ça, ce sera un dossier un peu bâtard, mais vous pourriez avoir un dossier de troubles ioniques, de syndrome polyuro-polydipsique comme ça, où on vous fait calculer osmolarité urinaire, plasmatique, diagnostic de diabète insipide, etc., etc. Et si le mec, c'est un gros bâtard, il vous met une IRM hypophysaire, où vous êtes censé repérer la post-hypophyse, l'antéhypophyse, etc., et voilà. Et vous voyez qu'il y a une infiltration de la post-hypophyse. Bon, c'est un peu salaud, mais gardez ça dans un coin de votre tête que dans les atteintes neurologiques de la sarcoïdose, il peut y avoir un diabète insipide central. OK ? Ça donne pas de l'hépatite, la sarcoïdose, mais ça peut donner plutôt de la cholestase, le plus souvent anictérique, mais parfois il peut y avoir un peu d'ictère quand il y a des adénopathies au niveau du huile hépatique ou des petites adénopathies autour des voies biliaires, des petites voies biliaires. Une des deux complications qu'il faut systématiquement rechercher devant toute sarcoïdose, c'est l'hypercalcémie. On verra la deuxième complication à la fin du dossier. Mais l'hypercalcémie, elle est quasiment jamais aiguë, brutale, mais par contre, elle peut être maligne, et progressive, mais monter jusqu'à des chiffres très importants. D'accord ? Et donc, il faut systématiquement faire une calcémie devant toute sarcoïdose. Et enfin, l'atteinte digestive de la sarcoïdose, c'est décrit, mais pour le CN, vous oubliez. Pour vous, pour le CN, s'il y a un patient qui a des douleurs abdos, des diarrhées, etc., que vous lui faites une colo et que sur les biopsies de la colo, il y a du granulome, pour vous, c'est avant tout une maladie de Crohn ou éventuellement une tuberculose, mais pas une sarcoïdose pour le CN. OK ? On répond encore à cette question et après, je réponds à vos questions.
Je vous demandais quelles étaient les propositions exactes concernant la physiopathologie de l'hypercalcémie dans la sarcoïdose. Les réponses étaient C et E. Comment ça marche l'hypercalcémie dans la sarcoïdose? Ne me demandez pas pourquoi, mais les macrophages du granulome, ils sont capables de produire une enzyme qui s'appelle la alpha-hydroxylase. Le job de la alpha-hydroxylase, c'est d'hydroxyler la vitamine D pour qu'elle devienne active. Donc la vitamine D inactive, c'est la 25-OH vitamine D. La vitamine D active, c'est la 1,25-OH vitamine D. Et donc elle devient 1,25 après hydroxylation par la alpha-hydroxylase. D'accord? Vous le savez probablement, physiologiquement, cette enzyme, elle est sécrétée par le rein. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand on a une insuffisance rénale sévère, chronique, préterminale, et on a, en plus du défaut en EPO, on peut avoir un défaut en alpha-hydroxylase qui fait qu'on a une hypocalcémie, une hyperphosphorémie, etc. etc., etc. Et là, c'est l'inverse de l'insuffisance rénale préterminale. Les macrophages du granulome, ils sécrètent de la alpha-hydroxylase. Donc, on a plus de vitamine D active, plus de 1,25 OH vitamine D. C'est quoi son job principal à la 1,25 OH vitamine D? C'est d'augmenter l'absorption digestive de calcium. Donc, le mécanisme de l'hypercalcémie, c'est une augmentation de l'absorption digestive de calcium majoritairement. Et le rein, lui, fonctionne bien, donc il essaye de compenser en augmentant sa calciurie. C'est pour ça qu'on peut faire des lithiases, parce qu'il y a une hypercalciurie. D'accord? Donc, dans un bilan calcique de sarcoïdose, on peut bien sûr doser la calcémie, mais le plus souvent, elle est normale. Et ce qui peut vous orienter, c'est la calciurie. Même si la calcémie est normale, vous pouvez doser la calciurie 3 jours de suite, et on voit qu'il y a une hypercalciurie. Et ce qui est encore mieux, enfin en tout cas ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est qu'on peut doser la vitamine D active, la 1,25 OH vitamine D. Et on peut faire le ratio vitamine D active sur vitamine D inactive, 1,25 sur 25 OH. Plus ce ratio est élevé, plus c'est un signe biologique évocateur de sarcoïdose. D'accord? Donc rappelez-vous qu'on peut doser la 1,25 OH vitamine D et que c'est ça le mécanisme de sarcoïdose. Alors, juste cette diapo et je réponds à vos questions très brièvement. Devant toute hypercalcémie, pour retourner à des choses basiques, la première chose à faire, c'est de faire un… Attendez, excusez-moi juste parce qu'il y a Ornella, la responsable des confs, qui me pose des questions. Excusez-moi, hein, je réponds juste à Ornella, la responsable des confs, qui m'a envoyé un message. C'est bon. Donc, la première chose à faire, c'est un ECG. Les signes d'hypercalcémie, vous les connaissez. Ta raquette plate perd son rythme. Et juste pour vous rappeler les deux mécanismes principaux d'hypercalcémie, soit c'est une augmentation de la résorption osseuse, métastase, myélome, hyperthyroïdie, hyperpara, soit c'est une augmentation de l'absorption. Et l'absorption, ça peut être rénale. Quand on prend un diurétique thiazidique, on diminue sa calciurie, soit l'absorption digestive quand on s'intoxique à la vitamine D ou qu'on augmente ou qu'on a une sarcoïdose et une augmentation de la A25OH vitamine D. Ok, donc je réponds à vos questions. Donc, ça, c'est une question difficile, Jean. La sarcoïdose est-elle une cause d'immunodépression secondaire? Mais moi, je dis que non. On verra ça tout juste après, mais une sarcoïdose qui a un déficit immunitaire, d'accord, qui fait des infections, pour moi, c'est un déficit immunitaire primitif. Mais on va en reparler juste après. D'accord? A-t-on une carence en vitamine D associée? Alors, en fait, si vous faites si vous dosez, dosez, c'est bon, ça s'est réglé avec l'organisatrice, hein, excusez-moi. Si vous dosez la vitamine D inactive, le plus souvent, elle est soit normale, soit elle est basse, comme chez tout le monde qui n'est pas beaucoup au soleil, quoi. D'accord? Donc, il n'y a pas particulièrement une carence liée. D'accord? Par contre, il y a un excès de vitamine D active et c'est le ratio qui est intéressant notamment. Mais donc, si vous voyez une vitamine D basse, c'est peu spécifique. Ça peut être juste une carence liée à l'exposition au soleil. Les granulomateuses n'augmentent pas la réabsorption tubulaire du calcium, pas à ma connaissance, non, je ne crois pas. Alors ça, c'est une bonne remarque. Est-ce que toutes les granulomateuses peuvent donner une hypercalcémie? Est-ce que l'on sait pourquoi ce n'est que pour la sarcoïdose si c'est le cas? Non, ce n'est pas que la sarcoïdose. En théorie, toute granulomateuse peut donner ça. Alors, c'est
plus la sarcoïdose. Je pense que c'est lié à la masse granulomateuse, mais en théorie, toute granulomateuse peut donner une hypercalcémie, même si c'est plus rare. Et dans la tuberculose, potentiellement, on peut en avoir, mais globalement, c'est surtout localisé, la tuberculose. Mais on peut imaginer dans d'autres pathologies granulomateuses qu'on puisse également en avoir. OK? Je peux enchaîner sur les signes biologiques. Tout va bien, les amis? Quelles sont les anomalies biologiques qui peuvent vous orienter vers le diagnostic de sarcoïdose? Les réponses étaient A et B. Donc l'hypercalciurie, on vient d'en parler, je ne reviens pas là-dessus. La lymphopénie, oui, très important. C'est une lymphopénie T CD4. D'accord? Cette lymphopénie, elle est corrélée à l'activité de la maladie et c'est une lymphopénie qui n'est pas à risque d'infection opportuniste. C'est une question qu'on me pose souvent parce que le mécanisme, c'est une redistribution. Les lymphocytes TCD4, ils sont plus dans la circulation sanguine parce qu'ils sont dans les granulomes. On verra ça juste après. D'accord? Donc, ça donne pas d'infection opportuniste. OK? Donc, lymphopénie TCD4, hypercalciurie. Ce que ça donne la sarcoïdose, ce n'est pas une hypogamma, mais c'est une hypergammaglobulinémie polyclonale. D'accord? Polyclonale, c'est très important. Alors là, écoutez-moi bien. Deuxième message très important sur la sarcoïdose après l'histoire de la fièvre, des signes généraux, etc. Pour poser un diagnostic de sarcoïdose, il faut 1. Des signes cliniques compatibles. 2. Des signes biologiques évocateurs. 3. Un scanner thoracique évocateur, avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Rappelez-vous, je n'ai peut-être pas bien insisté là-dessus tout à l'heure, que le scanner thoracique, c'est un élément pivot clé du diagnostic. 4. Une anapathe, si possible, mais parfois c'est difficile. Il y a des atteintes où parfois on n'arrive pas à avoir une preuve histologique du granulome. Et 5, c'est presque le plus important. Rappelez-vous que la sarcoïdose est un diagnostic d'élimination et qu'il faut avoir d'abord éliminé les diagnostics différentiels de pathologies qui peuvent mimer une sarcoïdose, qui sont des granulomatoses, mais qui ne sont pas une sarcoïdose. Il y a des grandes classes étiologiques qui peuvent faire ça. 1, les infections. Et pour vous, vous le savez, c'est surtout la tuberculose. Mais il n'y a pas que la tuberculose, il y a aussi d'autres mycobactéries, les mycobactéries atypiques ou des champignons. La sanction de ça, et rappelez-vous, c'est très important, c'est que tout prélèvement dans la sarcoïdose, c'est recherche de BK. LBA, biopsie ganglionnaire, etc., etc. On recherche le BK systématiquement. Donc, 1, infection. 2, cancer, lymphome. Et vous, s'il y en a un à retenir, c'est le lymphome de Hodgkin. Le lymphome de Hodgkin, c'est une maladie très inflammatoire et parfois, dans les ganglions, on peut avoir du granulome. Donc, si le patient, la sanction de ça, c'est que le patient est trop altéré, a des sueurs nocturnes, une grosse altération d'état général, ou bien au scanner, les adénopathies sont suspectes, compressives, ce n'est pas une sarcoïdose. Il faut traquer le lymphome, même s'il y a du granulome à l'histologie. OK? Donc, 2, mais ce n'est pas que le Hodgkin, ça peut être d'autres lymphomes, ça peut être des cancers solides comme le cancer du rein, etc., etc. 3, déficit immunitaire primitif. Et pour vous, pour le CN chez l'adulte, vous savez que le déficit immunitaire le plus fréquent symptomatique de l'adulte, c'est le déficit immunitaire commun variable, le DICV. Alors, vous inquiétez pas, au deuxième tour, je vous refais une conf et on parlera de DICV dans les grandes lignes. Et ben, le DICV, ça peut se compliquer d'une granulomatose qui peut ressembler en tout point à la sarcoïdose. Mais il y a 2 différences principales. 1, le patient décrit des infections à répétition, et notamment à gerbe encapsulée, ORL, bronchique, pulmonaire, pneumocoque, hémophilus, etc. Et 2, à l'électrophorèse, il n'y a pas une hypergamma polyclonale, mais il y a une hypogammaglobulinémie. Donc, si vous avez un patient qui a une sarcoïdose, qui fait des infections à répétition, posez-vous la question d'un déficit immunitaire par rapport à ta question de tout à l'heure. Et si vous avez une sarcoïdose qui a une hypogamma, sauf s'il y a eu des années de traitement immunosuppresseur, etc., et ben, a priori, ce n'est pas une sarcoïdose et il faut rechercher un DICV. Donc, 3, déficit immunitaire. 4, médicaments. Toujours en médecine, évoquer les médicaments. Toujours. Vous n'avez pas à savoir lesquels, mais il y a des médicaments qui peuvent être inducteurs de granulomatose, sarcoïdose-like.
interféron, anti-TNF, bref, vous n'allez pas en savoir plus. Donc 4 médicaments. Et 5 expositions professionnelles. Il y a 2 pathologies, donc ça c'est de l'interrogatoire, hein, les 2 derniers trucs. Il y a 2 pathologies professionnelles qui peuvent mimer une sarcoïdose. C'est la silicose, travailleur des mines, exposé à la silice. Et 2, la berylliose, exposition au beryllium. Et ça, c'est essentiellement les prothésistes dentaires ou les gens qui travaillent dans l'aéronautique. Berylliose, silicose. Donc je répète, 1, infection. 2, cancer lymphome. 3, déficit immunitaire primitif. 4, médicaments. 5, exposition professionnelle. Donc, il n'y a pas besoin d'examen complémentaire compliqué. C'est essentiellement de l'interrogatoire, de l'examen clinique, de la recherche de BK, etc. OK? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la sarcoïdose, ce n'est pas une maladie qui donne une fièvre inexpliquée, un syndrome inflammatoire inexpliqué. Ce n'est pas les vascularites. On verra le Horton juste après, où là, c'est très inflammatoire. On peut avoir 30-40 de CRP, mais ça ne donne pas 250 de CRP au long cours. Et la seule cytopénie à connaître dans la sarcoïdose, c'est la lymphopénie. Vous relaissez tomber les autres, c'est dans des cas exceptionnels. Il n'y a que la lymphopénie. Donc, les signes biologiques de la sarcoïdose, on a déjà un peu parlé, donc je vais aller vite. Lymphopénie CD4, hypernatrémie sur diabète insipide central. Le rein, l'atteinte rénale la plus classique, c'est une néphropathie interstitielle ou tubulo-interstitielle. D'accord? Les atteintes glomérulaires, c'est exceptionnel, donc vous laissez tomber. Donc, le plus fréquent, c'est la néphropathie interstitielle. Le foie, je vous l'ai dit, cholestase, le plus souvent anictérique, rarement ictérique. Le calcium, on en a parlé, hypercalcémie, hypercalciurie, augmentation de la vitamine D active. Les CPK, je vous l'ai mis parce que c'est fréquent qu'elles soient augmentées, même s'il n'y a pas de douleur musculaire. Même s'il n'y a pas de symptômes cliniques, les CPK, c'est assez souvent que ce soit augmenté. Et l'enzyme de conversion de l'angiotensine, je vous ai mis attention, pourquoi? Il y a des vraies sarcoïdoses qui ont une EC anormale. Donc, une EC anormale n'élimine pas la sarcoïdose. Et il y a d'autres causes que la sarcoïdose qui peuvent augmenter le CA. Donc, le CA, ce n'est pas un bon examen diagnostique. Ce n'est pas spécifique et sensible à 100%. D'accord? Donc, si vous avez une vraie sarcoïdose et que le CA est augmenté, vous pouvez la suivre. Ça, c'est un bon outil de suivi thérapeutique. Si par contre elle est normale, vous laissez tomber. Si vous avez une CA normale, vous n'éliminez pas la sarcoïdose. Et si vous avez une CA augmentée, vous ne signez pas le contrat blanc que c'est. Vous signez pas à blanc que c'est une sarcoïdose, ça peut être autre chose. OK? Je réponds à vos questions sur la biologie.